Bien bonjour, nous sommes à Octogone, au Salon Octogone, la dernière journée du Salon Octogone. Nous sommes avec Emmanuel des éditions Achilleos. Bonjour, bonjour Nicolas, bonjour à tous. Est-ce que tu pourrais nous présenter tout d'abord en quoi consiste Achilleos, la maison d'édition, hein, et ensuite nous présenter les différents produits que tu as sur ton stand. Voilà. Bien sûr, donc Achilleos, au départ c'est une maison d'édition bande dessinée que j'ai co-créée il y a maintenant 20 ans. Mais on fait de la BD, mais j'avais toujours voulu diversifier ce qu'on pouvait proposer en termes éditoriaux. Donc on a fait aussi du beau livre d'illustration, du livre de cinéma, enfin tout ce qui tournait autour du texte de l'image. Et puis il se trouve que je suis aussi joueur de jeux de rôle depuis une période très ancienne, on va dire, avant la fin de la guerre froide, on peut dire. Et un jour, j'ai découvert ce jeu qui est sorti en anglais en 2012, Dungeon Crawl Classic, qui est un des piliers de ce qu'on appelle l'OSR, c'est-à-dire Old School Renaissance, qui recréait des jeux dans l'esprit des premiers, plus simples, plus légers, moins tactiques et combat. Et je me suis dit, j'ai envie de faire ce jeu, personne ne le propose. Même si je n'ai jamais fait de jeu de rôle en tant qu'éditeur, je connais le produit et je sais publier un livre, donc on y va. Ah ouais. Et même si je ne savais pas du tout quelle serait la réponse du public, et finalement ça a eu pas mal de succès, ce qui nous a permis à la fois de sortir le livre et de plus en plus de scénarios, comme on peut le voir ici, et plein d'autres projets qui vont continuer, puisqu'on continue à faire du jeu de rôle. Là, on a reçu il y a 3 jours Route, le jeu de rôle qu'on fait en partenariat avec Matago, l'éditeur du jeu de plateau éponyme. Et on va aussi publier la nouvelle édition de Paranoia, on va publier Zweihander, qui est une émulation de Warhammer première édition aussi. Voilà, on a plein de projets en termes de jeux de rôle et c'est notre première convention jeu à proprement parler. J'en ai fait beaucoup évidemment dans le monde de la BD, mais c'est la première convention jeu et c'est très sympa. On m'avait recommandé Octogone et je suis content d'être venu ici pour faire cette première convention. Ouais. Alors pour Dungeon Crawl Classic, ton choix pour l'OSR, ouais. Moi aussi je suis un très vieux rôliste, ouais. Il y a toujours cette Madeleine de Proust. Ce qui est assez intéressant dans Dungeon Crawl Classic, c'est quand même des jeunes joueurs qui sont intéressés au produit. Et moi j'ai mes fils, ils adorent Dungeon Crawl Classic. Ouais. Alors c'est peut-être le système un petit peu, on fait on dirait qu'ils ont revu, il y a une espèce de... Alors, c'est un truc bizarre. L'entonnoir par exemple, c'est génial. Oui, l'entonnoir, si on peut en parler rapidement, effectivement, le principe c'est à la fois du rétro parce qu'on crée des personnages à l'ancienne, c'est-à-dire on tire les caractéristiques dans l'ordre sans optimiser, c'est vraiment ce que le destin nous donne. Donc ça ne fait pas des personnages super héroïques, mais on en crée 4 qui sont niveau 0 et on fait ce qu'on appelle l'entonnoir, donc comme tu l'as dit. Et c'est une première aventure, c'est une espèce d'épreuve du feu. Et évidemment, il y en a beaucoup qui ne vont pas passer le cap et qui vont mourir parce que les personnages sont très faibles, mais ceux qui survivent, c'est un peu ce que le destin a choisi. Il y a ce côté main du destin. Et là, on choisit une classe et on commence à se développer. Et ça c'est très sympa. Et c'est à la fois marrant pour les vieux joueurs, comme nous, parce que c'est une approche un peu moins optimisation du personnage, calcul de ce qui est le plus intéressant, mais lançons les dés, voyons ce qui se passe et puis prenons ce que le destin nous donne. Ce jeu, de toute façon, revient à une forme d'aléatoire et de surprise qui fait qu'on ne peut pas tout calculer. Il n'y a pas de monstres, par exemple, il n'y a pas de bestiaire unique. L'auteur du jeu nous encourage à créer des monstres qui soient tous individuels, qui ne soient pas prévisibles sur s'ils sont capables ou pas de faire. De même pour les objets magiques, le chapitre est très court, c'est créer des objets uniques. Ne mettez pas un catalogue de choses que tout le monde peut avoir. Donc voilà, il faut recréer cette surprise. Et l'autre aspect qui était hyper intéressant, c'est que Joseph Goodman en fait avait fait des scénarios pour Donjons et Dragons à l'époque 3e édition, puis 4e même. Et déçu par l'évolution du jeu qui était de plus en plus lourd techniquement, il s'est dit je vais repartir sur les bases et en même temps il a relu tous les ouvrages de ce qu'on appelle l'annexe N. L'annexe N, c'est pour ceux qui s'en souviennent, dans le Dungeon Master Guide première édition, il y a une annexe donc, dans laquelle Gary Gygax avait mis la liste des romans qu'il avait influencés, une liste de centaines d'ouvrages de Leiber, de Vance, de Moorcock, qui avaient servi de nourriture
pour son jeu. Et lui, il a fait la même chose. Pendant un an, il a tout relu et il a essayé de recréer un jeu qui émulait cet esprit-là. Et donc, ça fait ces mécanismes un peu particuliers. Ça fait notamment aussi une magie beaucoup plus puissante, mais beaucoup plus chaotique, beaucoup plus corruptrice, incontrôlable, qui fait le sel du jeu. Et pour revenir à ce que tu disais, moi aussi, je l'ai testé avec des gens qui n'avaient jamais joué au jeu de rôle, même si c'est un jeu old school. On pourrait se dire c'est réservé aux vieux grognards. Mais en fait, ça fonctionne très bien parce que c'est un système assez léger. Puisque le livre est très épais, mais il y a beaucoup de tables. La mécanique du jeu est vraiment très intuitive. Et j'en discutais avec un des scénaristes comme Arlestro, qui me racontait qu'il adorait faire des parties avec des enfants, des jeunes enfants, parce qu'en fait, ils n'avaient pas des réflexes de rôliste que lui, il a l'habitude de voir. Et par contre, ils avaient des initiatives totalement imprévues. Et il racontait une anecdote dans ce scénario, notamment où un joueur, un enfant qui devait avoir 8 ans, avait compris comment communiquer avec un monstre, qui au départ est là pour tuer Il avait compris comment communiquer et il avait utilisé le monstre contre les ennemis. Et c'était pas du tout prévu, mais il dit c'est génial parce que là, c'est vraiment la pure intuition de la personne qui n'a pas des réflexes établis. Et donc le jeu a cette double dimension qui fait que globalement on est vraiment très content, c'est un succès. L'une des forces aussi que je trouve de Dungeon Crawl classique, c'est la quantité de scénarios et le niveau foutraque des scénarios. C'est complètement... on ne sait pas à quoi s'attendre. Ça remet de la surprise. Il n'y a pas non plus ce côté, les scénarios bas niveau, c'est vous allez combattre la bande de trolls ou de gobelins qui menacent le village, puis après vous allez aller à la grande ville, il y aura des intrigues plus... Et puis à la fin vous voyagerez dans les plans. Non, là il y a par exemple ce scénario, c'est un scénario niveau 1, on se retrouve dans les plans à combattre un dieu endormi, donc c'est tout de suite des gros enjeux, et donc on sait qu'on n'est pas tout à fait à même de les combattre. Donc ça remet aussi la dimension, bon des fois il ne faut pas chercher à taper dans le tas parce que sinon ça va mal se passer. Et c'est recréer cet émerveillement qu'on peut avoir même dès le début parce que les enjeux peuvent être très importants. Et il y a toujours, les auteurs m'expliquaient aussi, les deux principaux c'est Arlestro et Michael Curtis, il y a souvent un moyen de court-circuiter si on est malin, si on a de la chance, il faut les deux. On peut arriver à réussir le scénario. Et moi j'ai fait l'expérience, il y a des scénarios que j'ai menés plusieurs fois avec différents groupes. Et de manière totalement imprévue, ça se passe, mais vraiment pas de la même manière. Même si il y a quand même un fil rouge, il y a vraiment cette imprévisibilité. Voilà. Et puis, même par exemple les tables de sorts qui font que les sorts peuvent avoir des résultats imprévus, tout de suite ça induit un bouleversement dans le scénario qui peut complètement changer la donne. Voilà. Alors maintenant, on va parler côté pratique pour Dungeon Crawl classique. Tu as la gamme qui est ici avec pas mal de scénarios qui sont déjà disponibles. Qu'est-ce qui va arriver prochainement? Alors, on avait fait 2 précommandes participatives sur... Alors d'habitude, les scénarios sont des fascicules comme ça, mais les 2 prochains sont sous forme de boîte, un peu plus complets, c'est des cadres de campagne. Il y en a un qui se passe sur une planète rouge éloignée. Et donc là, c'est l'ambiance John Carter, guerrier de Mars, Edgar Rice Burroughs, et l'autre qui se passe dans une chaîne de montagnes type Appalaches, qui émule un auteur qu'on connaît moins en France qui s'appelle Monty Wellman. Mais voilà, c'est 2 ambiances différentes. Il y a une grande aventure, un peu plus longue que ce qu'on a d'habitude, et surtout un cadre campagne qui est développé, un vrai bac à sable. Puisque dans la planète pourpre, par exemple, les personnages donc, sont projetés sur cette planète inconnue. Il y a des factions qui sont en guerre permanente, c'est un mélange de Mad Max, de Dark Sun pour les anciens qui connaissent. Et les joueurs doivent... Alors évidemment leur objectif c'est de retourner chez eux, mais c'est comment ils vont faire. Et littéralement il y a plein de manières possibles, il y a tout un petit monde à découvrir et ça c'est vraiment génial. Donc ça c'est en cours de finalisation. Et il y a 6 nouveaux fascicules qui arrivent aussi. Et après on attaquera l'Ankmar, puisque Dungeon Crawl Classics, l'éditeur a eu l'accord des ayants droit de Fritz Lieber pour faire un jeu, une adaptation de DCC à l'univers de New One, de l'Ankmar. Et ça, on va lancer la commande en février probablement. Et les traducteurs commencent déjà à travailler dessus. Voilà, il y a plein de choses encore dans la gamme qu'on a envie de faire. Ils ont sorti en anglais La Terre Mourante de Jack Vance.
Ils ont sorti un jeu qui s'appelle Empire of the East. Enfin, il y a vraiment encore beaucoup de choses. On essaie de rattraper le... Il y a un côté sci-fi aussi, je crois. Oui, il y a un jeu Mutant Crawl classique qui est un jeu post-apocalyptique inspiré de Gamma World, qui était le premier grand jeu post-apo. Donc bien foutraque aussi, bien déglingué, avec des mutants. Et ça, c'est vraiment très sympa aussi. Et pour rester dans l'univers un peu OSR Donjons & Dragons, vous avez aussi Donjons & Dragons en version anglaise. Ouais. Alors ça, c'est... En fait, Goodman Games, donc l'éditeur de Dungeon Crawl, a eu la licence, je dis a eu parce que malheureusement ils ne l'ont plus, mais ils ont pu sortir 6 modules classiques de chez TSR et les adapter à la 5e édition. Et donc évidemment en tant qu'archéoroliste patenté, je me suis dit ce serait super aussi de pouvoir proposer ça, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment hermétiques aux anciennes éditions et qui par contre on sait que la 5e édition a eu beaucoup de succès. Donc faire jouer le Temple du Mal élémentaire, Isle of Dread, le Castle Amber à des joueurs qui ne le connaissaient pas, c'est un bon moyen. Bon, malheureusement il n'y aura jamais la possibilité de le faire en français parce que Wizards ne souhaite pas le faire, mais on le propose en anglais pour les gens qui maîtrisent la langue de Shakespeare. Voilà, donc ça c'est le genre de produit qui se vend bien sur ce genre de convention aussi. Voilà. Alors, on va changer complètement d'univers, on va parler de Root. Alors, Root, c'est un jeu de plateau. Un excellent jeu de plateau de Leader Games et en France chez Matago. Très bien marché. Qui est un jeu de faction dans la forêt. Avec des animaux anthropomorphes. Voilà, anthropomorphes. Donc là, le jeu de rôle, tu le présentes pour la première fois, je crois. Ouais, c'est ça. On l'a reçu, il y a littéralement 2 jours avant de partir en salon. Donc, aventure dans les sous-bois. Pour ceux qui connaissent le jeu, la version jeu de rôle, on joue les vagabonds. Puisque dans le jeu, il y a des factions, il y a la marquise de chat, il y a les seigneurs de la canopée qui sont les oiseaux, il y a le petit peuple de la forêt qui est un peu l'alliance rebelle. Et il y a les vagabonds qui sont toutes sortes d'animaux qui se baladent de clairière en clairière et qui partent à l'aventure, qui explorent des ruines, littéralement, ou qui se mettent au service de telle ou telle faction à un moment. Et là, dans le jeu de rôle, on joue un groupe de vagabonds. Et on arrive dans les clairières, différentes clairières, et on décide de ce qui se passe. C'est un jeu qui est motorisé par l'Apocalypse, comme on dit, propulsé par l'Apocalypse, le système de jeu de Apocalypse World. Donc il y a un système très simple qui se joue avec 2d6 seulement, où toutes les actions sont résolues par le jet de 2d6. Donc c'est un jeu qui fonctionne très bien aussi pour initier, parce qu'il n'y a pas de mécanique de jeu de rôle abstraite et complexe telle qu'on les connaît. C'est un jeu dit narratif, c'est-à-dire où il y a plus de place pour l'interprétation et moins pour les règles. Et ça laisse plus de liberté et c'est peut-être moins effrayant pour des nouveaux joueurs. Paradoxalement, moi qui suis un vieux joueur, au début, c'est le genre de mécanique qui me faisait un peu peur parce que je me disais, oh là là, il n'y a pas le cadre, qu'est-ce qu'on fait ? Mais finalement, c'est hyper intéressant parce que... Et c'est très adapté à un jeu comme Root et un univers comme Root parce que, voilà, en plus, c'est magnifiquement illustré par Cal Ferrin, qui est un auteur que j'avais repéré aussi. Bon, malheureusement, il ne fait pas de BD parce que sinon, je lui aurais dit, mais fais-nous une BD sur Root. Et c'est vraiment un univers... un univers très, très riche visuellement. Et comme me disait le traducteur Sandy Julien, c'est vraiment le meilleur jeu de rôle pour jouer Robin des Bois. C'est-à-dire vous jouez des personnages qui sont un peu hors la loi et qui vont se mettre au service d'un tel ou un tel, soit détrousser le riche pour aider les pauvres. Et il y a vraiment cette ambiance Robin des Bois et ça c'est super. Donc ça c'est le livre de base. Il y a aussi une extension avec des classes de personnages supplémentaires, des cartes pour l'équipement, donc plein d'aides de jeu pour ce qui est sympa, ce qui se rapproche un peu du plateau. Là, on a amené juste le livre de base parce qu'on attend que les souscripteurs soient d'abord servis, donc les expéditions vont commencer et après, voilà. On va le trouver en boutique. Voilà. Donc là, tu me parlais de Paranoia. Ouais. Alors là, ça m'intéresse particulièrement. Alors, c'en est où? Alors, Paranoia, donc moi, je suis un grand fan de Paranoia, j'ai des souvenirs incroyables. C'est un jeu, pour ceux qui ne le connaissent pas, ambiance à la George Orwell, Aldous Huxley, Le meilleur des mondes. À l'époque, c'est un jeu vraiment marqué par la guerre froide, puisque
on est dans une ville sous contrôle d'un ordinateur tout puissant, et il faut dénicher les traîtres qui sont des communistes. Et c'est une ambiance loufoque, à la fois oppressante et loufoque. C'est de l'humour noir. Et c'est un des jeux aussi où on joue les uns contre les autres. C'est rare dans le jeu de rôle parce que, évidemment, on est tous des traîtres et il faut dénoncer les autres traîtres avant qu'on soit repéré. Et chaque personnage a 6 clones. Donc c'est aussi un jeu où il y a beaucoup de morts, mais bon, on a toujours des clones pour remplacer. Et c'est surtout une ambiance complètement délirante, avec le côté absurde de l'ordinateur. Et force est de constater que 40 ans plus tard, c'est toujours d'actualité, voire plus. Et donc il y a eu plusieurs éditions du jeu, et là il y en a une nouvelle qui vient de sortir aux États-Unis, en Angleterre, puisque c'est un éditeur anglais, Mongoose, supervisé par les créateurs originaux, Greg Costikyan et Eric Goldberg, et Ken Rolston. Et donc moi j'ai eu envie de proposer cette nouvelle édition, qui est l'édition parfaite, comme l'a dit l'ordinateur, sinon si vous pensez autrement, vous êtes un traître. Qui revient un petit peu aux sources, et qui reprend des mécaniques plus modernes qu'il y avait dans la dernière édition, mais qui revient aussi un petit peu aux sources. Et je trouvais que c'était un super compromis. Les illustrations aussi, malheureusement, Jim Holloway, l'illustrateur historique, n'est plus là, mais c'est des illustrations qui retrouvent son style hyper loufoque, à la fois drôle et tragique, alors en couleur, mais avec cet esprit-là. Et donc, on a un traducteur qui va commencer à travailler dessus, qui est aussi un grand passionné de paranoïa. Donc, l'objectif, c'est de lancer aussi la campagne de précommande vers février-mars et d'avoir le livre de base qui sera dispo en PDF dès la fin de la campagne. Je crois que toute notre génération est nostalgique de Paranoia. Ouais, et Paranoia, c'est un peu tout ou rien. Il y a des gens qui adorent, comme toi et moi, visiblement. Il y a des gens qui n'ont jamais pu accrocher. Parce que c'est... le côté décalé un petit peu... Décalé, et puis le fait de jouer les uns contre les autres et de se faire des coups... C'est comme les jeux de plateau où il y a des traîtres. Il y a des gens qui ont du mal avec ça parce qu'ils sont mal à l'aise, et ce que je peux comprendre. Hein. Et il y a des gens... Il faut avoir une certaine distance, évidemment. Le but, c'est pas de se fâcher avec ses copains, mais quand ça fonctionne... C'est ultra drôle et il n'y a rien d'équivalent à ça. Ouais, c'est ça. Et enfin, tu as une dernière annonce, je crois que tu m'avais parlé d'autre chose. The Ender, qui est un jeu qui malheureusement est en retard parce que ça fait longtemps qu'on a fait la campagne, mais donc il y a une émulation, c'est un univers sombre et périlleux comme on dit, donc c'est de la dark fantasy et ça émule un jeu à pourcentage style Warhammer première édition. Donc c'est un énorme livre qui fait presque 700 pages, plus un supplément de presque 500. Donc c'est un travail colossal et on avance, on est à 80% terminé sur le livre de base. Et il sera dispo d'ici la fin de l'année en PDF, ça, là on est sûr. Et après on lancera l'impression et les souscripteurs. Et là c'est un univers, voilà, moi j'ai aussi découvert Warhammer première édition. C'était un nouveau ton, une mécanique un peu différente, mais c'est surtout, voilà, pour les gens comme moi qui ont découvert l'univers, le vieux monde, c'est plus Renaissance, c'est plus désespéré. Il y a un côté très sombre et ce jeu a vraiment émule ça parfaitement. Il permet de jouer à des scénarios de type mécanique décent qu'il peut y avoir dans Warhammer ou dans d'autres. Et ils ont aussi des scénarios propres qu'on développera sûrement, dont une très belle campagne. Voilà. Achilleos, ça s'investit beaucoup en jeu. Et je précise des magnifiques illustrations d'un auteur serbe, Dejan Mandic, qui fait toutes les illustrations du livre et c'est extraordinaire. C'est en noir et blanc aussi, j'adore le noir et blanc. C'est toutes les illustrations. Tout. Et il est incroyablement talentueux. Il nous a fait un écran, rien que pour nous, qui est absolument incroyable. Écoute, Emmanuel, je crois qu'on a fait le tour. Oui. Hein, voilà. Bienvenue dans l'univers des conventions jeux de rôle. Hein. C'est génial. Je suis content d'être là, merci. On aura l'occasion de rediscuter ensemble. Je te souhaite une bonne fin de salon. Et merci, vous aussi. Bonne chance avec plaisir, merci. C'est bon.